Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous voir aussi nombreux pour cette rencontre. Je suis aussi vraiment ravie d'avoir aujourd'hui ici Jean-Pierre Anne, un critique que je connais depuis déjà quelques années, puisqu'il a été vraiment une sorte de guide pour moi pendant que j'ai rédigé ma thèse. Voilà, on a pu vraiment se confronter à plusieurs reprises. Et maintenant que j'assure le cours d'histoire de la critique dramatique ici à Paris 3, je pense que c'était vraiment important pour moi de le présenter. D'abord à mes étudiants, ensuite c'est aussi vraiment l'occasion pour pouvoir l'inviter du coup ici à l'université où il a déjà enseigné. Et où aujourd'hui, en fait, il vient à nouveau pour nous répondre à toutes ces questions, à toutes nos questions. Et du coup, je vous présente aussi un petit peu le cadre, c'est-à-dire rencontre critique. C'était vraiment la volonté de faire rencontrer aux étudiants et aussi aux personnes qui fréquentent ici l'université Paris 3, des professionnels de la critique dramatique. Du coup, aujourd'hui, nous avons Jean-Pierre Anne et par la suite, nous aurons aussi Diane Scott lors de la prochaine rencontre, Nali Gérard et Jean-Pierre Leonardini. Et Jean-Pierre Anne, du coup, il a commencé à travailler dans la critique dramatique dans les années 80, dans l'hebdomadaire Nouvelle Littéraire. Et par la suite, dans les années 90, à la fin des années 90, il a fondé sa propre revue de théâtre, donc Friction, que vous avez ici sur la table et que vous pouvez bien sûr consulter, faire circuler. Et Friction en fait, a fêté en fait ses 20 ans. Une longue expérience avec un numéro du coup consacré aux 20 ans qui revient aussi sur le parcours de cette revue. Jean-Pierre Anne est aussi critique aux lettres françaises. Il enseigne, il assure des formations pour les critiques professionnelles dans le cadre de l'Association internationale critique de théâtre, l'AICT. Et comme je vous disais, il a été aussi, bien sûr, enseignante. Ici, oui. Ici. Donc, je voulais déjà commencer, moi, pour vous poser une question, Oui. pour ensuite, du coup, laisser la parole aussi aux étudiants avec qui aujourd'hui on a fait un brainstorming, Ah bon? qui sont prêts. D'accord. Donc, je voulais tout d'abord commencer un peu par votre parcours. Peut-être, je ne sais pas, mais pour moi c'est intéressant quand même. Oui, le parcours. Tout d'abord, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être à côté de Colette Scherer, qui est la fondatrice de cette bibliothèque. Je vous le dis si vous ne le savez pas. Moi, je le sais, puisque avant d'être prof ici, je suis contente d'être là. J'étais étudiant. Donc, vous voyez le parcours. Tu parles de parcours. Voilà, j'étais étudiant ici, j'ai enseigné ensuite ici. Et ce soir, je suis encore là. Voilà. Tu me poses la question. Oui, en fait, vous allez me poser un certain nombre de questions. Moi, je commençais toujours mes cours comme ça. Enfin, en début d'année, c'est moi qui posais des questions, c'est-à-dire que je voulais savoir les raisons pour lesquelles vous suiviez ce cours, vous aviez l'intention de suivre ce cours, si vous n'alliez pas partir en cours de route, ce qui arrive bien évidemment
de manière régulière. Et voilà, et j'aimerais bien savoir ce qui vous fascine, ce qui vous intéresse. La fascination, c'est encore autre chose. Ce qui vous intéresse dans la critique dramatique, et si par malheur vous avez l'intention d'exercer cette fonction. Vous voyez que je ne parle pas de métier, je parle de fonction. Voilà. Alors pour répondre directement, enfin, à ta question, le parcours, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en France, et c'est particulier à la France, il n'existe pas de formation à la critique dramatique. Ça veut dire qu'on devient critique dramatique par le plus grand des hasards. Voilà. Si vous sortez d'ici tout à l'heure, vous tombez sur le directeur de Libé ou du Monde, du Figaro, et qu'il y a un flash entre vous, il peut du jour au lendemain vous proposer une rubrique, et dès demain vous commencez et vous écrivez, et vous voilà intronisé critique dramatique. Alors après, à vous de débrouiller dans ce parcours sinueux, mais voilà. Et du coup, dans votre cas, Donc, alors dans mon cas, j'ai eu j'allais dire le malheur ou le bonheur d'avoir deux profs, un dans le secondaire, un dans le supérieur ici, qui étaient des critiques dramatiques. Dans le secondaire, j'ai été l'élève de Gilles Sandier, qui a été un très grand critique des années 70-80. Oui, oui. Ah ben, tu ignores encore des choses de moi, cher ami. Donc, c'était un prof formidable, quelqu'un qui avait son franc-parler. D'ailleurs, il est connu pour ses diatribes. Il hurlait à la radio, il se crêpait le chignon, si je puis dire, avec ses confrères, qui refusaient d'ailleurs d'appeler confrères. Donc, mais c'était quelqu'un d'extrêmement intéressant. Donc, j'ai forcément été un petit peu, même beaucoup marqué par lui. Et puis, en arrivant ici, à l'Institut d'études théâtrales, j'ai eu Bernard Dort, bien sûr, comme prof. Donc, avec ces deux critiques, venant d'horizons différents, cela dit, Gilles Sandier était également un pédagogue. Il enseignait donc au lycée. Avec ces deux critiques, j'étais très mal parti. Voilà. Donc, j'ai poursuivi. Il se trouve que j'ai toujours écrit et que j'ai commencé à écrire très jeune d'ailleurs. Et je faisais déjà des critiques, mais pas des critiques de théâtre, je faisais des critiques de livres. J'ai été critique littéraire avant d'être critique dramatique. Voilà. Donc, voilà, je vous passe sur mes aventures théâtrales et autres. Mais en tout cas, bien des années après, il se trouve que par le plus grand des hasards, et tout simplement parce que j'avais un copain de Cagnes qui était le secrétaire de rédaction des Nouvelles littéraires, qui m'a dit « écoute, il faut que tu viennes ». Et voilà. Donc j'ai dit d'accord. Et je me suis retrouvé aux Nouvelles littéraires, pas à demeure, en tant que pigiste. Alors je vous expliquerai peut-être, si vous le voulez, si ça vous intéresse, la différence entre les pigistes et entre les critiques qui sont à demeure, qui appartiennent à un journal. Mais la différence est très très importante dans la mesure où les uns sont assurés, pour ceux qui entrent dans une entreprise comme Le Monde, comme Le Figaro, comme Libé, ils sont dans une entreprise journalistique, donc pas de problème, ils sont tranquilles, ils touchent leur chèque à la fin du mois, donc c'est parfait. En revanche, les pigistes n'ont aucun contrat, vous pouvez être pigiste régulier, mais vous n'appartenez pas à un journal. Voilà. Et on peut vous remercier du jour au lendemain. Donc la majeure partie d'ailleurs des critiques qui sévissent, c'est bien le terme, qui sévissent en ce moment sont pour la majeure partie des pigistes. C'est-à-dire qui ne sont pas affiliés et qui n'ont pas de contrat en tout cas avec un journal. Voilà, d'où une position extrêmement précaire. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je vous parlais à la fois du métier et à la fois de la fonction. Pour les pigistes, c'est plus une fonction qu'autre chose, et non pas forcément un métier, dans la mesure où toutes ces personnes qui écrivent sur le théâtre, par passion la plupart du temps, écrivent, mais sont obligées pour gagner leur vie de pratiquer un autre métier. Ce qui fait que si vous regardez la liste des critiques qui existent,
c'est assez drôle parce que vous avez beaucoup de retraités, bon, ce qui vous donne l'âge moyen des critiques. Dont je suis. Donc vous avez des retraités, mais vous avez des médecins, des avocats, des dentistes, vous avez beaucoup de femmes mariées qui ont encore des maris très riches, qui peuvent les subvenir à leurs besoins. Voilà. Alors ça pose un problème parce que toutes ces personnes-là qui, durant la journée, travaillent, exercent leur profession, leur autre profession qui leur permet de vivre, toutes ces personnes-là, bien évidemment, ne peuvent pas être dans une sorte de formation continue. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas penser toute la journée en trafiquant les dents des patients. Vous ne pouvez pas tellement penser, encore qu'on ne sait pas. Vous ne pouvez pas penser, je dirais, au théâtre, aux théories théâtrales, etc., etc. Voilà, alors ça c'est la catégorie des pigistes. Et puis donc la catégorie de ceux qui sont engagés dans un journal, c'est très simple, ils sont tranquilles. Enfin, ils sont tranquilles, je vais vous expliquer qu'ils ne sont pas si tranquilles que ça. Parce que vous entrez dans un journal, on vous met là où on a besoin de vous. Alors, si ça correspond à vos désirs, c'est parfait. Donc, vous vous retrouvez dans la rubrique théâtrale, si c'est votre désir. En revanche, toutes ces personnes-là sont, avant d'être critiques dramatiques, sont avant tout journalistes. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément uniquement le théâtre qui les intéresse. Et quand le journal a besoin d'un journaliste dans une autre rubrique, il peut faire appel, il peut vous demander de changer de rubrique, tout simplement. J'ai connu comme ça une critique qui débutait au journal Le qui était ravie, et au bout de 2 ans, elle s'est retrouvée à faire le sport. Et au bout de 4 ans, elle a fait Les Chiens écrasés. Ensuite, elle est passée. Il y a eu tout un parcours. Alors, ce parcours, il n'est pas très très noble, certes, mais bon, il y a des parcours journalistiques qui sont extrêmement nobles, je dirais, dans la mesure où l'étape critique dramatique n'est qu'une étape. C'est-à-dire, vous commencez, je prends l'exemple d'un grand critique aussi, du temps d'ailleurs de Jules Santier. C'était le critique du Monde qui s'appelait Bertrand Poirot-Delpech, un grand monsieur, peut-être que vous connaissez son nom. Il a débuté au journal Le Monde, non pas dans la rubrique théâtre, mais dans la rubrique justice. Et puis, il se trouve qu'il a fini par... Il n'a pas fini d'ailleurs, il est passé par la rubrique théâtrale, qu'il a très bien tenue pendant des années, et ensuite, il y a eu un grade supérieur, puisqu'il a eu ce qu'on appelle un rez-de-chaussée de critique littéraire. Un rez-de-chaussée, c'est un énorme article qu'il y a en bas de page, qui revient régulièrement. C'est vous le titulaire, si vous êtes titulaire ça vous appartient. Et donc là, c'était la noblesse absolue. Donc il faisait de la critique littéraire, et ça lui a permis d'ailleurs par la suite d'entrer à l'Académie française, après avoir dit le plus grand bien de tous ceux qui y étaient déjà. Voilà. Alors je me suis embarqué sur tout à fait autre chose. Mon parcours. Tu peux voir mon parcours. Non, mais je pense, du coup, comme vous évoquez la question de la formation, oui. Aujourd'hui, on en avait un petit peu parlé en cours, et je pense il y a une question, je pense, à cet endroit-là. C'était par rapport quel conseil vous donneriez à une troupe de comédiens ou à des metteurs en scène ou à des comédiens qui veulent se lancer dans le milieu du théâtre, et justement quelle approche ils devraient avoir par rapport à la critique? Est-ce que c'est une approche de peur ou au contraire parce que c'est quand même ça qui fait connaître un artiste ou un metteur en scène, et ça peut faire monter une carrière ou pas? Pas à ce point-là. J'allais dire, c'est un rapport de force. Il faut montrer que vous êtes beaucoup plus fort qu'eux. Surtout, vous n'avez pas peur de non. En réalité, je plaisante là. La relation avec la critique, ça dépend des individus, des personnes qui font la critique, et ça dépend de ce qu'ils écrivent également. Sinon, moi, j'estime qu'il n'y a absolument pas à avoir peur d'eux. S'ils deviennent féroces et
que vous n'êtes absolument pas d'accord, le mieux c'est de ne pas bouger, de ne rien dire, de laisser faire et de laisser dégoiser. Alors après, vous pouvez effectivement les interpeller quand effectivement ce qu'ils écrivent est complètement tordu et complètement faux. Là, vous pouvez éventuellement les interpeller. En général, ils font tout pour vous montrer que vous avez tort. Mais il peut s'établir des relations. Moi, j'ai eu une relation, j'en parle tout le temps parce que ça m'a beaucoup frappé, ça m'a beaucoup fait plaisir en même temps. C'est que j'avais fait une critique assez négative, même très négative, d'un spectacle, d'un metteur en scène que j'aime beaucoup. Malheureusement, je viens d'oublier son nom, mais ça me reviendra tout à l'heure. Il se trouve que il a demandé à me voir. Donc, j'ai été le voir. Nous avons discuté très très longuement et depuis on est devenus d'ailleurs très très amis et je suis absolument tous ces spectacles. Ce qui ne veut pas dire que je les trouve tous absolument merveilleux, mais voilà, il y a un réel échange et je trouve que ça devrait être le point d'accroche devrait être à ce niveau-là. C'est très, très rarement le cas, mais voilà. Non, moi, il n'y a pas à avoir peur ni quoi que ce soit. Et puis ce ne sont pas. Ne croyez pas que ce soit les critiques qui font et défont les parcours. J'évite le terme de carrière, mais qui font et défont les parcours des uns et des autres. Hein, ça, je ne crois pas. Alors après, il y a d'autres choses sur lesquelles on pourra discuter tout à l'heure, c'est quand il y a un ensemble effectivement de critiques qui vont dans le même sens au niveau des spectacles, et que alors à ce niveau-là, on peut ne pas être d'accord par rapport à ça, mais même à l'intérieur des critiques eux-mêmes. Je vous parlerai tout à l'heure des éventuels petits problèmes que j'ai, pas éventuels, ils sont réels, c'est quelques petits problèmes comme ça que j'ai pu avoir. Parce que je suis assez souvent, il faut le dire, porte-à-faux avec la majorité des avis qui portent au nu un certain nombre de spectacles, qui sont très très à la mode. Voilà. Mais pour vous rassurer, n'ayez absolument aucune crainte. Et sûrement, dans le tas, vous en trouverez un ou deux sans doute avec lesquels vous pourrez discuter tout tranquillement, sans aucun problème. Et je pensais aussi à une question vraiment au sujet de la formation du coup des critiques. Par exemple, les étudiants me demandaient comment un critique peut-il se sentir sûr de ce qu'il écrit. C'est-à-dire, moi ça me vient à l'esprit aussi comme question, quelles sont les demandes qu'on vous pose pendant les ateliers de l'AICT ? Est-ce qu'il y a des demandes récurrentes, des problèmes communs au niveau méthodologique aussi Oui, mais ça, c'est deux choses différentes dont tu me parles là. Alors pour parler uniquement des ateliers que je fais, j'en ai fait beaucoup en France, parce que beaucoup de théâtres demandent à ce qu'il y ait des ateliers de critique à destination. Alors ça peut être à destination d'étudiants éventuellement, ça peut être tout public. Ça peut être des publics très, très ciblés, comme un public de profs, par exemple. J'ai formé un certain nombre de profs comme ça. Enfin, former à la critique, c'était un grand mot. J'ai animé un certain nombre d'ateliers. Voilà. Alors, pour revenir aux ateliers de critique dramatique concernant l'AICT, comment dire ? D'abord, on n'engage que des personnes qui sont déjà critiques, même s'ils débutent dans le métier. Il y a quelqu'un qui pourra en parler beaucoup mieux que moi, puisqu'elle a participé à un certain nombre de stages de ce type. C'est Caroline Châtelet qui est ici présente, que j'ai donc eu comme stagiaire dans un certain nombre de ces stages. Non. L'intérêt de ces stages, d'abord, c'est que ça regroupe des critiques qui viennent de différents pays, donc qui ont différentes manières d'envisager les choses, de voir les spectacles
Donc déjà, c'est intéressant à ce niveau-là, puisqu'il peut y avoir un certain nombre de discussions, et il y a des discussions entre eux. Hein, et voilà. Après, moi, ça dépend des personnes qui animent, bien évidemment, tous ces stages. Moi, c'est vrai que je fais discuter beaucoup, mais surtout, je fais écrire tous les stagiaires. Et à partir des critiques qui sont écrites très rapidement, puisque c'est quasiment du jour au lendemain, à partir des critiques qui sont écrites, nous rediscutons tous sur ces critiques-là. Nous faisons la critique de la critique. Et à partir de là se dégage un certain nombre de thématiques, un certain nombre de manières de procéder, sachant que de toute façon, c'est ça qui est intéressant dans la critique dramatique, il n'y a pas de règles. Donc, ça c'est formidable. En revanche, c'est ce que je dis toujours, il n'y a certes pas des règles, mais il y a un certain nombre de choses à tenter d'éviter de faire. Voilà. C'est très subtil. Oui. À ton avis, est-ce qu'un critique dramatique est un praticien qui s'est ensuite dirigé vers la critique dramatique ou bien un amateur de théâtre? Il y a tous les cas de figure qui existent. Donc il y a beaucoup de critiques dramatiques qui ont fait du théâtre. Moi-même j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la mise en scène, des choses, mais j'ai complètement arrêté, bien évidemment. Cela dit, vous avez un critique qui s'appelle Jacques Nerson, c'est le critique de l'Obs, qui de temps en temps fait des mises en scène. Alors il s'arrête évidemment d'écrire, et il se met à faire une mise en tout le monde. Mais un peu par tous ses camarades, mais ça n'a pas... Non, il n'y a pas de règle. Le danger, cela dit, pour un critique qui a fait du théâtre, le danger, c'est que lorsqu'il va voir un spectacle, il se met à penser, lui, et à voir le spectacle par rapport à ce que lui aurait fait. Et ça, ça devient extrêmement délicat. Le problème quand même, c'est de parler de ce qu'on connaît, de ce qu'on a expérimenté, au lieu de parler de façon abstraite. De toute façon, et c'est là où je trouve que, il est important de continuer à se former, d'être en formation continue, c'est-à-dire que vous êtes bien obligé de travailler et d'avoir un certain nombre de bases, de savoir d'avoir des notions ne serait-ce que de l'histoire du théâtre. Ce qui est terrifiant aujourd'hui, c'est qu'avec la multiplication des blogs, moi je sais parce que j'ai des doléances d'attachés de presse qui me disent mais on est obligé d'expliquer à toutes ces jeunes personnes qui se mettent à écrire, à leur expliquer qui est qui, à quel point d'histoire du théâtre on est, ils ne connaissent absolument personne. Alors, il y a malheureusement un phénomène qui est de plus en plus fréquent, qui j'espère ne vous touche pas, c'est le phénomène de la perte de mémoire. C'est pour ça qu'un institut comme ici est capitalissime, je dirais, parce que la perte de mémoire, elle va très très vite. Des jeunes gens qui étaient comédiens, par exemple, à l'école de Chaillot, donc l'école de Vitesse, certains de ces jeunes gens ne savent pas qui est Vitesse. Ça va très vite. Alors, je ne parle même pas de Villars, mais j'avais pris la copie d'un discours d'une ministre de la Culture. C'est pas elle qui l'avait écrit, bien évidemment, mais j'ai gardé ça parce que dans l'introduction, Jean Villars, c'était W-I-2-L-A-R-D. Alors, à l'oral, ça s'entend pas, mais j'étais un peu surpris. Donc j'ai gardé ça précieusement parce que je trouve ça très drôle. Mais l'histoire de la mémoire, c'est terrifiant. Moi, je me souviens, quand je faisais encore cours ici, et il m'est arrivé de parler d'Hubert Gignoux, et là, je me suis aperçu que tout le monde me regardait, l'air complètement effaré, en se disant, mais de quoi parle-t-il ? On n'en parle pas aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est... Après, je pense que quand même, parce que apparemment, du coup, il y a des profils extrêmement différents, des praticiens, même des avocats ou des gens qui font complètement autre chose. Mais
quand même, est-ce que, à votre avis, c'est un discriminant important le fait de pouvoir exercer ce métier de manière régulière? C'est-à-dire, tout le monde ne peut pas. C'est un métier quand même un métier ou comme vous voulez, une fonction, je sais pas, mais qui engage beaucoup la personne qui accompagne, parce qu'écrire de manière régulière sur les spectacles, du coup pouvoir en voir plusieurs, peut-être, je sais pas combien vous en voyez par semaine, mais ça, je pense que ça devient vite un discriminant important, le fait d'être vraiment dans l'actualité de ce qui se produit. Écrire beaucoup, bon, c'est vrai qu'on est tous les soirs au théâtre, cela dit, heureusement, on n'écrit pas sur tous les spectacles. Oui, ça, bien sûr. Mais... Alors, le fait de pouvoir écrire régulièrement, évidemment, c'est extrêmement important. Après, ça dépend de votre statut, de votre situation par rapport aux supports dans lesquels vous écrivez. Il y a mille et une manières. Il y en a qui écrivent très peu, puis il y en a qui sont obligés d'écrire énormément. Alors, tout dépend également du support dans lequel vous écrivez. Si vous écrivez dans un quotidien, il est évident que, en principe, vous devriez, c'était le cas aussi. Autrefois, vous écriviez quasiment tous les jours. C'est vrai que ça a changé désormais. Il y a une autre manière de pratiquer la critique, en tout cas de la publier, c'est-à-dire que désormais, même les quotidiens, sauf en période de festival, bien sûr, où là vous êtes obligé d'écrire, vous allez voir un spectacle, vous écrivez dans la nuit et le lendemain matin, vous envoyez par mail votre article, et là le journal peut publier. Donc voilà, mais ça c'est très particulier en période de festival. Parce qu'en période normale, je dirais, dans l'année, en fait, il faut attendre 3-4 jours avant que votre article paraisse, et puis les journaux ont trouvé une parade, c'est-à-dire qu'ils consacrent un jour à tel ou tel secteur. Par exemple, je crois que c'est le mardi, Le Monde parle uniquement du cinéma. Vous avez 2-3 pages sur le cinéma. Donc sur le théâtre, c'est à peu près du même ordre. Donc vous êtes sur une périodicité à peu près hebdomadaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les délais d'impression, et notamment les délais d'impression dans un hebdomadaire, sont extrêmement larges. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous écrivez que vous allez être publié tout de suite. Il faut attendre que ça passe dans le réseau, effectivement, de fabrication du journal. Et puis ensuite, il y a tout un circuit. Et donc, votre papier n'a que 3, 4, voire 5 jours après. Alors, ça pose des problèmes, d'ailleurs, qui sont très intéressants, puisque toi, tu parlais des jeunes compagnies qui débutent. Le problème, c'est que... comme les délais de fabrication sont extrêmement larges, sont extrêmement importants, vous êtes obligé de voir les spectacles vraiment très très en amont. C'est-à-dire que le jour de la première, ou la deuxième éventuellement, dans la mesure où les spectacles, et d'ailleurs c'est malheureusement un cas de plus en plus fréquent, ne se jouent pas très très longuement. Autrefois, les spectacles dans les CDN notamment duraient 27 jours à peu près. Donc vous aviez le temps d'aller voir le spectacle, ensuite d'écrire, et ensuite il y a un article qui pouvait paraître. Là, maintenant, sur des durées d'une semaine, ou même 15 jours, c'est très difficile. Si vous n'allez pas en début de spectacle d'exploitation, si vous écrivez, c'est terminé parce que lorsque votre papier sortira, le spectacle ne se donnera plus. Et il y a une règle dans la presse, c'est qu'on ne sort pas les papiers si le spectacle ne se joue pas. On emploie toutes sortes de ruses, on invente parfois des dates de tournée. Non, pas comme ça, on invente des dates de tournée, mais bon, enfin, c'est connu, donc maintenant dans les rédactions, on commence à vérifier un petit peu. Ce qui veut dire que les spectacles de jeunes compagnies ou de jeunes metteurs en scène, en général, ne sont pas pris sur 27 jours, hein, ça c'est clair. Si on vous programme, et dans le meilleur des cas, c'est sur 2-3 jours,
Et donc, vous n'avez quasiment pas de chance de pouvoir avoir un article. Ça c'est un piège qui est terrifiant. Oui. Quand les spectacles ne se jouent pas, finalement, quel intérêt de sortir des papiers, par exemple, quand un spectacle est totalement complet et qu'il n'y a aucun moyen de pouvoir le voir? Ça revient à une situation assez similaire. Ça, c'est pour les grands succès. Ben ça, c'est pour, je dirais, c'est pour la gloire. Non, c'est important quand on veut suivre quand même. De toute façon, même sur les spectacles qui marchent très très bien, c'est toujours important pour les équipes en place, pour le théâtre lui-même, d'avoir un certain nombre d'articles. Alors cela dit, et le privé a très bien compris ça, c'est-à-dire que quand ils sont sûrs de remplir la salle, si vous avez le retour d'Alain Delon ou avec Depardieu, vous, la presse, vous n'êtes pas invité les premiers jours. Vous êtes invité une fois que tout est lancé. Et donc, ce que vous avez ne sert strictement à rien. C'est pour répondre à la question. Oui. Mais du coup, votre rôle principal, c'est qu'ils lisent donc pour avoir une analyse. Je dis ça parce que moi, quand je lis une critique, c'est que sur des spectacles que j'ai déjà vus. Ouais. Pour me faire un avis. Tout à fait, pour pouvoir discuter. Pour y penser. Mais du coup, ça s'adresse en théorie principalement aux gens qui n'ont pas encore vu pour leur donner un Non, pas du tout. C'est là, d'abord, j'aime pas beaucoup le terme que tu replaces, c'est-à-dire de publicité. On essaie de se battre comme des fous et à mort sur cette notion-là. On fait tout sauf de la publicité. De toute manière, je me demande quel est notre véritable impact. Pour dire Alors, du coup, j'ai oublié ta question. Non, je rebondissais parce que vous avez dit que... en théorie, on n'écrit pas d'article sur un spectacle qui ne se joue plus. Oui, tout à fait. Je supposais que c'était parce que le but de l'article, c'était de promouvoir le spectacle pour qu'il soit vu, du coup. Ou pour ne pas être vu. Ou pour... du coup, ça a un lien... Oui, ça y est, ça me revient. Oui. Ta question me revient. Alors c'est ça l'intérêt de l'écriture critique. L'un des intérêts, c'est qu'on écrit pour différents publics. C'est-à-dire on écrit à la fois, et c'est là où ça devient difficile, et du coup assez jouissif, c'est-à-dire qu'on écrit à la fois pour les personnes qui ont vu le spectacle, mais on écrit également pour les personnes qui n'ont pas vu le spectacle. Donc il faut essayer de marier ces deux choses à la fois, et puis parfois, d'ailleurs, il y a un troisième lectorat, je dirais. Ce troisième lectorat, c'est le lectorat des personnes qui ont fait le spectacle. Alors en général, c'est pas dit de manière très très claire, c'est en sous-texte, je dirais, mais ça arrive souvent que parfois on s'adresse au metteur en scène ou à un des comédiens qu'on connaît et qu'on émet une critique par rapport à cette connaissance-là. Et donc, c'est ça qui est très plaisant, c'est qu'il faut essayer de marier dans un même type d'écriture, il faut essayer de marier ces trois regards différents. Mais c'est très important. Mais bon, le plus important étant de parler à ceux qui n'ont pas vu le spectacle, bien évidemment. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle la critique journalistique et la critique universitaire. C'est-à-dire dans la critique universitaire, vous allez parler de Bérénice, l'acte 2, scène 5. Si vous mettez ça dans un article qui paraît dans un quotidien, on vous prend pour un fou. C'est-à-dire la personne qui va lire ça, qui n'est pas une personne forcément qui s'intéresse spécifiquement au théâtre. Donc c'est une personne qui a feuilleté, après avoir lu l'horoscope, les petites annonces et tout, il tombe sur un article, parce que le titre est accrocheur, il tombe sur un article, il va le lire. Donc il faut que vous lui donniez un certain nombre quand même de précisions. Chéreau, il ne sait pas forcément qui c'est. Donc c'est obligé quand même de le situer en deux mots dans l'histoire du théâtre. Et l'acte 2, scène 5 de Bérénice, c'est pas ce que c'est. Donc ça veut dire que vous êtes obligé quand même d'expliquer un certain nombre de choses. En assistant plus spécifiquement aux premières devant lesquelles éventuellement le spectacle n'est pas encore complètement abouti, ou voilà, un comédien peut savonner. Comment vous réagissez et est-ce que vous encensez cette virulence, mais voilà, ça doit vous arriver.
d'assister à des c'est-à-dire spectacles qu'on... qui se sont ensuite dans le temps améliorés. C'est tout à fait juste comme remarque. En plus, le public des générales et des premières, c'est un public très spécial, composé en grande partie d'amis, d'aficionados, etc., etc. Donc, ce sont des représentations extrêmement particulières. Cela dit, avec un peu d'habitude, on arrive quand même à percevoir quand il y a un manque de rythme et qu'on sait très bien qu'au fil des représentations, ça va s'améliorer, ça va se caler, et on arrive à percevoir quand ça va s'apercevoir si ça va s'améliorer ou si ça ne va pas s'améliorer. Ça, on arrive encore à peu près à distinguer. Mais c'est vrai que c'est tout à fait particulier. Et en plus, il n'y a pas deux représentations qui sont égales. Alors, il nous arrive, mais très rarement parce qu'on n'a pas le temps, de revoir un spectacle qu'on a vu le jour de la première, de le voir 10 jours après, ou même après une tournée, on retourne le voir, et là les différences sont... Les longueurs, par exemple, pour rendre son spectacle plus incisif, plus concis, ou pas. Non, qu'ils le lisent pour certains sûrement, mais n'en tiennent pas compte, heureusement. Sauf si, effectivement, tout le monde est d'accord pour dire quelque chose qui ne va pas d'une manière très très précise, mais ils ne lisent pas, c'est très bien. Comme ça, ils sont tranquilles, mais non, ils ne tiennent pas compte. En tout cas, ils n'en tiennent pas plus compte qu'un spectateur lambda qui pourrait lui dire il y a ceci, il y a cela. Vous évoquiez tout à l'heure la fonction de l'attaché de presse. Vous est-il déjà arrivé de faire une critique à partir d'un dossier sans voir le spectacle? Oui, non, mais ça, peut-être que Christina le fera, mais ça peut être un exercice. On peut très bien écrire sans avoir ni lu le livre, ça c'est courant puisqu'il y a les quatrièmes de couverture, hein, c'est très pratique, mais on peut très bien le faire. C'est un exercice littéraire très, très intéressant à faire, mais que évidemment je vous déconseille tous de faire. Et que, d'une manière générale, on ne fait pas. On a encore un fond de, comment dire, d'honnêteté. En revanche, ce qui est plus grave, c'est que c'est lorsque le critique s'éclipse à l'entracte et écrit comme s'il avait vu tout le spectacle. Et ça, c'est déjà beaucoup plus grave et ça pose problème. Ça pose problème. Mais alors, c'est arrivé, et ça arrive, je dirais malheureusement, mais bon, c'est pas la règle commune, heureusement. L'émission de la dispute sur France Culture, il arrive de temps à autre que des journalistes n'aient pas vu le spectacle et le critiquent par complètement différent entre le journaliste qui l'a vu, qui donne son point de vue, et le journaliste qui l'a vu seulement en captation, et qui au bout d'un moment modère toujours son point de vue en disant « Enfin bon, c'est vrai que je l'ai vu en vidéo ». Est-ce que ça n'est pas quand même extrêmement problématique d'arriver... en somme, je dis, mais c'est un métier où il n'y a pas d'éthique, où il n'y a pas d'éthique fondamentale. Est-ce que ça, ce serait dû aussi au fait justement que c'est plus une fonction qu'un métier? Au Québec, oui. Pardon? Au Québec, il y a des règles. Justement, l'association des critiques que j'ai publié, republié, justement pour le faire connaître. Il y a une éthique, hein. Oui, il y a des règles. Est-ce que ça, c'est peut-être lié au fait justement que ce soit aussi beaucoup une fonction plus qu'un métier, enfin qu'il y ait beaucoup de personnes qui ne soient pas vraiment journalistes critiques à plein temps? Non, ça effectivement, c'est un gros problème. Et en même temps que c'est une aberration absolue de faire la critique d'un spectacle, d'une captation, puisqu'il manque un élément qui est essentiel, c'est l'élément du spectateur, et qui est un élément extrêmement vivant. Et c'est la raison pour laquelle il y a encore autre chose qui est vraiment très embêtant, c'est que les journalistes critiques sont tellement surbookés que parfois ils demandent à voir des filages. Et donc sans spectateur. Donc vous êtes, on est deux là comme ça, au milieu de la salle, et à partir de là, je ne citerai pas qui fait ça régulièrement, j'en connais, ça dénature complètement, je dirais, ce qu'est un spectacle.
Ça, je suis complètement d'accord avec toi, tout à fait. Mais ça ne devrait pas, et malheureusement, c'est vrai que de plus en plus, on nous envoie les cassettes pour voir les spectacles. Ça n'a strictement rien. Il n'y a jamais eu de questionnements qui se sont posés justement pour essayer de constituer une charte ou, Oui, il y en a eu. Ben, c'est ce que je m'évertue à faire depuis des années. Depuis que je dirigeais le syndicat de la critique, et on y arrivera un jour peut-être. Je pense que oui, c'est lié à la pérennité de cette fonction. Je pense qu'un jour ou l'autre, vous allez disparaître. Enfin, je veux dire, quand je dis que vous allez disparaître, c'est creuser sa propre tombe. Hein. C'est exactement ça. Complètement. Ça, je suis complètement d'accord. Malheureusement, bon, je reconnais, et parmi les plus connus d'ailleurs, qui pratiquent de cette manière. Je parle des critiques, que je ne dénoncerai pas plus. Et cette question d'éthique, je ne sais pas, parce qu'il y a plein de choses qui se sont dites. Et, vous disiez tout à l'heure quelque chose, vous avez dit, et on n'a pas le temps. Et je trouve, moi je ne connais pas du tout beaucoup, c'est les premiers cours où je touche à la critique là en L3, même si j'en ai lu avant. Et aujourd'hui, on a lu un très beau texte en cours de La Salle, c'est ça, qui raconte ce glissement parce que, je veux dire, moi j'étais en prépa avant et on a quand même lu Baudelaire, rendre compte de quelque chose dans l'efficacité, parce qu'aujourd'hui, quand on se dit qu'il y a des critiques qui se satisfont, mais parce que c'est les règles et que c'est commercial aussi comme ça, mais qui se satisfont d'aller à une première et de se dire que finalement, sans peut-être laisser justement cette question de spectacle le temps d'être et de pouvoir écrire sur ce spectacle qui est en train d'être, mais que finalement le métier c'est d'écrire sur ce qu'on a vu ce soir et pas tel autre soir. Cette machine du temps, on n'a pas le temps, il faut courir à Le Chasseur d'oubli de Thibaudet, c'est ce qu'on disait aussi en cours, de se dire qu'il faut courir après quelque chose qui est en train de nous échapper et qu'on est... qu'est-ce qu'il en reste ? Qu'est-ce que c'est du coup qu'être critique si on court toujours après ce temps-là et qu'on se satisfait de ce petit bout ? Je sais pas, ma question n'est peut-être pas très claire, mais je l'adresse directement à vous qui êtes en face de moi et qui... comment est-ce que vous le vivez ? Ça se rapporte au temps ? Alors c'est quoi votre question exactement ? Justement, quand on n'a pas le temps, parce qu'on court après les représentations et comment est-ce qu'on écrit sincèrement ? Non, entendons-nous, quand je dis qu'on n'a pas le temps, nous prenons le temps d'écrire, de voir les spectacles et d'écrire sur ces spectacles. Ça, forcément, on prend le temps. Et on travaille sur l'écriture et par rapport à ce que l'on a vu, bien évidemment. Ce temps-là, on le conserve. Quand je disais que nous n'avons pas le temps, c'est que nous sommes obligés, on essaie de suivre ce qui se crée. Et malheureusement, malheureusement non, pas malheureusement du tout, il y a de plus en plus de spectacles, il y a de plus en plus de créations. Si vous voulez, il y a, dans les années justement, tout à l'heure je parlais de Sandier ou le Poirot Delpech, dans les années 70-80, il y avait 3-4 au maximum, disons 3 créations par semaine. Ce qui fait que tous les critiques allaient voir ces spectacles-là et ils voyaient l'ensemble des créations qui se donnaient. Aujourd'hui, c'est terminé. Et le premier travail d'ailleurs d'un critique aujourd'hui, c'est de faire un choix, parce qu'il y a des spectacles bien évidemment que vous n'allez pas aller voir, c'est de faire un choix des spectacles sur lesquels il va intervenir. Ça, c'est déjà très important. Puisque, par exemple, sur un mois, prenons le mois de janvier, par exemple, vous avez, sur une liste des générales, vous avez à peu près 150, 160 créations. Il est évident que vous ne pouvez pas les voir, tous. Alors, c'est là, d'ailleurs, où votre travail commence, c'est-à-dire quel choix vous allez faire. Vous allez faire le choix par rapport à ce que vous demande, bien évidemment, votre journal, hein. C'est-à-dire que vous allez en priorité, et là encore c'est une pierre dans le jardin des jeunes compagnies, c'est-à-dire votre choix va se porter bien évidemment sur les grosses machines, sur les spectacles qui se donnent dans les grandes institutions, Comédie Française, Chaillot, encore qu'il n'y a plus tellement de théâtre à Chaillot, La Colline, etc. etc. Et vos journaux demandent à ce que vous parliez de ces spectacles.
Si vous n'en parlez pas, vous avez le courrier des lecteurs, évidemment, les lecteurs qui vous écrivent en disant pourquoi vous ne parlez pas de ces spectacles. Il y a eu toute une polémique comme ça il y a quelques années, où les lecteurs du Monde ont demandé pourquoi vous ne parlez pas du dernier spectacle de Delon. Le dernier spectacle dans lequel jouait Alain Delon. Voilà. Donc, Le Monde a fait une réponse très tarabiscotée, mais pour expliquer que mais voilà, c'était la demande du lectorat. Donc dans vos choix, vous essayez quand même de répondre à des demandes. Pardon ? Dans les choix que vous faites, en fait, vous le faites aussi en fonction de votre lectorat. Encore une fois, dans les choix que nous faisons, il y a des choix qui nous sont imposés, je dirais, quasiment. Là, par exemple, c'est en train de se donner ce spectacle de Bob Wilson. Est-ce que je peux en faire l'impasse ? Pourquoi vous ne pourriez pas ne pas faire l'impasse ce que je voulais dire, c'est que si jamais, admettons, je suis peut-être un peu trop direct avec vous, mais là, et pour autant des critiques... Pas moins bon, hein, ça fait... non mais, je veux dire, un spectacle complètement différent qui ne sera pas Wilson, parce que vous je comprends parfaitement. Mais, et puis en plus, on le sait, qu'il va oui, mais vous ne pouvez pas à longueur d'année éviter toutes les grosses machines. Mais je ne comprends pas pourquoi vous ne pourriez pas... je suis désolée, mais pourquoi vous ne pourriez pas éviter celui-là, pourquoi est-ce que vous pourriez ne pas le traiter, en fait, de choisir de faire... Moi j'ai choisi, j'en parle pas. Donc, mais ça c'est très personnel. En plus, par parenthèse, j'écris dans les lettres françaises, c'est moi qui dirige le journal. C'est à peu près le seul journal dans lequel je rencontre de spectacles qui ne se donnent plus. Alors, vous allez dire, je suis complètement suicidaire, mais c'est comme ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est la logique... Il y a une logique commerciale qui existe. Commerciale ou éditoriale, on va dire. Éditoriale, oui. Qui donne des indications que le critique doit, d'une certaine manière, dont le critique doit d'une certaine manière tenir compte. Si vous êtes, là aussi, c'est important de savoir si vous êtes pigiste ou si vous appartenez à un journal. Si vous êtes pigiste, vous pouvez très bien dire, moi j'en parle pas, je suis tranquille. Voilà. Si vous appartenez à un journal, le journal exige que vous parliez de ce qui se passe, de ce qui fait, soi-disant, l'actualité. Et donc en fait, on parle tout le temps des mêmes. Pardon ? On va toujours parler des grosses machines et jamais en fait ça se on parle très souvent toujours des mêmes. Et dans le cas où la critique elle n'est pas à point de vue économique, on n'est pas pigiste, on n'est pas dans un journal, vous trouvez ça temps, on ne peut pas considérer la critique comme une œuvre d'art après l'œuvre d'art. En fait. Bien sûr, mais si vous faites ça par passion, c'est-à-dire en dehors de toute contingence économique ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème. Vous faites strictement ce que vous voulez. Ça, je dirais c'est l'idéal. Oui, et alors là-dessus, je ne suis pas entièrement d'accord, parce qu'en même temps, les personnes, admettons quelqu'un qui a un blog et qui est indépendant, on va se dire c'est quelqu'un qui est libre complètement de ses choix, qui n'est pas soumis à une ligne éditoriale d'un rédacteur en chef ou d'un journal. Et en même temps, souvent, je trouve que ça génère des comportements où ce sont des personnes qui aspirent à intégrer ce champ-là et qui donc vont être dans le suivisme et qui donc vont avoir évidemment très envie d'aller voir la grosse machine, les grosses machines, pour eux aussi avoir dit « j'y suis allé, j'en étais » et écrire dessus. Donc il y a aussi des fonctionnements un peu... Je suis d'accord avec toi. En plus, il y a un effet pervers parce que tous les blogs font le dos rond, c'est-à-dire font des critiques positives pour pouvoir être réinvités. Le premier site qui s'appelait Passion Théâtre, qui date il y a plus de 10 ans, 15 ans à peu près, la consigne c'était faire des critiques positives. Sinon, pas de critique. Et il y en a beaucoup qui font ça uniquement, uniquement pour pouvoir être réinvités. Puisque les théâtres voient bien ce que vous écrivez, c'est eux qui gèrent les choses, et c'est eux surtout qui vous invitent. J'aurais une petite question, parce que j'ai particulièrement aimé que vous parliez de fonction pour la critique au lieu de simplement, mais peut-être aussi métier.
Cette idée-là de fonction, est-ce que vous pensez qu'on emploie le même mot, critique universitaire, critique dramatique et journalistique? Est-ce que pourtant il y a bien là deux fonctions différentes, tout à fait différentes, enfin, il y a ou quelque chose dans ces deux fonctions-là qui sont tout de même critiques, qui les séparent définitivement et qui ne peut pas être égal, mais qui est en rapport avec ça? Moi, je pense qu'effectivement, il y a deux axes qui sont, je ne dirais pas divergents, ce serait trop fort, mais qui sont parallèles. Alors, il arrive parfois que ces parallèles se rejoignent, je ne sais pas. Ce que je constate en revanche, et ça c'est quelque chose d'assez drôle, ces derniers temps, je me suis rendu compte qu'il y a de plus en plus d'universitaires qui s'essaient à la critique journalistique. Alors ça donne des résultats assez étranges d'ailleurs, je trouve, parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de cette manière différente d'écrire. Bon, je peux citer un cas de quelqu'un que j'aime beaucoup et dont, évidemment, j'ai oublié le nom, Christophe Bidan, qui est quelqu'un de tout à fait brillant, remarquable, quelqu'un que j'apprécie énormément. Il s'est mis à faire de la critique dramatique. Je les trouve extrêmement étranges. Et pour moi, c'est tout sauf de la critique. Donc il est à cheval, il est très mal à l'aise, je trouve, parce que souvent d'ailleurs, c'était quasiment, je dis c'était parce que je crois plus qu'il le fasse, c'était quasiment des sortes d'avant-premières, des sortes de présentations des spectacles, toujours remarquablement faits, mais qui étaient très éloignés d'une critique universitaire, journalistique, pardon. Et justement, je vais un peu rebondir. Tout à l'heure, vous avez dit c'est dans une critique. Qu'est-ce que pour vous considérez être une critique et du coup, ces éléments qui font que c'est une critique? Journalistique. Je vais pas poser la question, moi. Alors, quels éléments Ou alors, et je vais peut-être un peu plus angler ma question, mais moi, la question que je me pose beaucoup, c'est quelle est justement la part d'objectivité et la part de subjectivité aussi. Surtout. Ouais. Je balaye tout de suite l'objectivité. L'objectivité, je n'y crois absolument pas. Donc, je ne parlerai que de subjectivité. Mais en dehors de ça, il y a un certain nombre d'éléments, évidemment, qui, eux, j'allais dire sont objectifs, non, puisque la manière dont vous allez décrire cet élément objectif, cette manière-là, elle est subjective. Donc on balaye ça. Mais il y a bien des éléments pour étayer sa subjectivité. Parce que sinon, qu'est-ce qui vous rendrait plus légitime que n'importe qui de dire j'aime ou j'aime pas Non, il ne s'agit pas de dire j'aime ou j'aime pas. Enfin, tous les avis sont possibles. Mais à partir du moment où vous voyez un spectacle, moi, on ne peut rien dire. Si vous n'avez pas aimé, vous n'avez pas aimé. Je ne vais pas vous secouer jusqu'à vous hurler en disant oui, finalement j'aime. C'est pas possible. C'est impossible. Donc ça, bien obligé de le respecter. Mais quel que soit votre avis, ce qui est toujours important, quelle que soit la critique, c'est l'argumentation que vous avez. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Quelle va être votre argumentation pour me convaincre, parce qu'il s'agit toujours de convaincre l'autre, le lecteur. Quelle va être votre argumentation pour arriver éventuellement à me convaincre ou pas? Oui, allez-y. Je sais pas si je vais réussir à être claire, mais... Ok. Quand vous faites la critique négative d'un spectacle, qu'est-ce que vous vous dites? Non, mais dans le sens où on a un cours de critique justement là en L3 et du coup on s'entraîne à critiquer des spectacles et je vois pas l'intérêt de dire du mal d'un spectacle parce que peut-être parce que je suis encore hyper naïve justement et que mais je sais pas, pour moi dans l'idée la critique c'est justement là pour encourager ou peut-être pour appuyer, souligner des endroits où ça aurait pu être fait autrement, plus réfléchi mais quand
une critique est complètement négative, à quoi ça sert? Dans quelle dynamique on est d'être humain Mais comment on dort la nuit quand on a critiqué un spectacle sur 2 pages Alors, je dirais qu'il y a différents degrés, c'est-à-dire que soit vous êtes complètement négatif, mais ça, pour ça, il y a des... Alors pourquoi faire une critique totalement négative? En général, on prend le prétexte selon lequel on n'a pas trop de place pour parler des spectacles, donc autant parler des bons spectacles plutôt que de parler des spectacles que l'on estime mauvais. Moi, j'ai une politique très simple par rapport à ça. Je fais une critique très négative quand, d'une part, j'estime que dans un spectacle, par exemple, bon, il peut y avoir des choses qui ne fonctionnent pas. À nous de les mettre, de dire pourquoi ça ne fonctionne pas, ce qui ne veut pas dire que la critique est forcément complètement négative. En revanche, là où moi je deviens féroce, c'est quand je sens une sorte d'insincérité dans ce que j'ai vu. Ça, je ne supporte pas, ou dans la manière dont les spectacles sont faits. Moi j'y décèle, alors on dirait, là aussi c'est très subjectif, parce que j'y décèle une sorte de rouerie, voilà, qui me déplaît au plus haut point. Donc là, je ne me dis pas, j'y vais, et puis j'explique, parce que c'est quand même relativement facile de voir comment aussi certains spectacles apparaissent, sont fabriqués. Ça, vous aurez l'habitude de déceler les signes, je vois Marco qui rigole. Vous allez avoir l'habitude de déceler les signes qui font que dans certains spectacles, on s'est fait de telle manière, etc. Et qu'il y a une insincérité profonde. Moi, j'estime que même sur des spectacles de compagnies émergentes, enfin qui débutent, moi, ça ne me gêne pas qu'ils se trompent, c'est tout à fait légitime, et heureusement qu'ils se trompent. Et à ce moment-là, effectivement, il n'y a aucune raison de les massacrer. Il y a simplement à essayer d'établir, effectivement, éventuellement un dialogue pour dire, bon, il me semble que ça ne fonctionne pas à ce niveau-là, et à partir de là, effectivement, on peut éventuellement discuter, et je dis carrément que je n'ai pas forcément raison, simplement je donne un avis. Voilà, parce que j'ai envie de discuter sur un certain nombre de spectacles qui me paraissent intéressants, même s'ils ne sont pas aboutis. Et puis voilà. Et puis après, on accompagne aussi, c'est ça qui est intéressant, on accompagne des parcours artistiques. Il y a des metteurs en scène qu'on suit d'étape en étape, qui réussissent un certain nombre de spectacles et en ratent d'autres, mais ce n'est pas une raison pour laquelle il faut les jeter et les massacrer. Donc, pour en revenir à votre histoire, voilà, pour des spectacles, bon, que chacun estime, enfin que celui qui écrit estime être, d'une certaine manière, être complètement malhonnête. Vous étiez... Oui. C'est une question, mais c'est peut-être un peu... je ne sais pas si c'est vraiment une bonne question, mais... Je vous le dirai après. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous trouver face à un spectacle que vous aviez envie de critiquer, mais qu'au final, vous avez un avis tellement neutre dessus que... est-ce que c'est possible de faire une critique sur un spectacle où on a un avis un peu neutre ou un peu... On n'a rien à dire. C'est ce qu'il y a de plus terrible. C'est ce qu'il y a de plus négatif comme critique. Si vous écrivez qu'il n'y a strictement rien à dire, rien à voir, sinon à circuler, ça devient terrifiant. C'est une critique, c'est plus une critique, c'est un assassinat. C'est le plus terrible. Ce que je voulais ajouter quand même, c'est que, et ça c'est important par rapport à la critique universitaire, c'est que le moment où vous écrivez est très très important. C'est-à-dire si vous écrivez immédiatement après le spectacle, ce que je disais tout à l'heure, si vous êtes pendant un festival, vous écrivez dans la nuit, effectivement vous n'avez aucun temps de réflexion. Donc forcément votre critique va être très très pointilliste, je dirais, et vous n'avez pas le temps de réfléchir sur...
sur effectivement ce que vous avez vu. En revanche, si vous prenez le temps, alors ce temps est plus ou moins long, mais suivant le laps de temps plus ou moins grand, votre écriture, évidemment, et éventuellement votre jugement va changer. Parce qu'il arrive à réfléchir sur un spectacle, et ça m'est arrivé plusieurs fois, à réfléchir sur un spectacle au bout d'un certain temps, il m'est arrivé d'avoir un avis totalement différent du premier avis que j'avais à la sortie du spectacle. Alors là, c'est quasiment caricatural ce que je vous dis, mais ça peut arriver, et c'est très très important. Donc on peut avoir du repentir comme ça. Alors déjà, je voulais dire que je suis vraiment ravi de cette initiative. J'ai l'occasion de on m'a félicité. Parce que, et je suis vraiment ravi de voir la richesse des sujets de travail, plutôt en histoire du théâtre que dans l'actualité. Et parfois j'ai eu un peu le sentiment que c'était quelque chose qui n'intéressait pas grand monde, et là je vois que c'est pas du tout le cas. Et donc j'aurais beaucoup de questions à te poser, parce que les sujets qui sont sortis, on est au cœur de la question. Est-ce qu'on est objectif, on n'est pas objectif, est-ce qu'on est descriptif ou prescriptif? Voilà. Mais bon, non, moi j'ai une autre question qui est très concrète et à laquelle j'ai souvent pensé, et je profite pour te la poser. Parce que on parle tout le temps du critique, de l'acte créateur, du critique, de l'écriture, la construction. Le spectateur, le critique spectateur, que fais-tu pendant le spectacle? As-tu des techniques de mémorisation, par exemple? As-tu des... Ça, c'est quelque chose de très concret, de la fabrique du critique, qui m'a toujours beaucoup intéressé. Moi, je me rappelle, il y a très longtemps, très très longtemps, j'avais fait quelques critiques. Essayer de trouver des solutions pour mémoriser, par exemple. Je faisais des sortes de petits croquis dans le noir, et ensuite le résultat était nul, etc. Non. Comment travailles-tu pendant le spectacle? Comment je travaille, moi? Oui. Il y en a tu t'endors? Il y en a qui travaillent en dormant, d'ailleurs. Je ne citerai pas de nom. Mais c'est un travail aussi. Non, alors de manière tout à fait inconsciente. Il y a une chose qui est assez curieuse. Quand je vais au théâtre et que je sais que je ne vais pas écrire sur le spectacle, je n'ai pas du tout la même attention que lorsque je sais que je vais être obligé d'écrire, ou que j'ai envie d'écrire sur ce spectacle. Ça se fait, je dirais, de manière tout à fait inconsciente et automatique. Ça c'est clair. Ça, c'est la première chose. Alors après, moi, je n'ai pas de technique. Si, peut-être une que j'apprends à mes stagiaires, à mes étudiants, c'est d'essayer de repérer dans le spectacle quelque chose qui est extrêmement marquant, qui te frappe. Mais de toute manière, essayer de repérer, ce que je dis est un peu stupide dans la mesure où s'il y a une scène, ou s'il y a un acteur, ou s'il y a un jeu de lumière qui te frappe, immédiatement tu le reçois. Ça me paraît important parce que à partir de ce moment fort que tu reçois, tu peux reconstruire tout le spectacle. Tu vois. C'est-à-dire que tu peux envisager tout le reste du spectacle à partir de cet élément-là. C'est un peu, j'utilise toujours la même image, c'est comme... je rigole parce que Caroline a dû me l'entendre dire au moins 50 fois. C'est comme une pelote de laine dont tu tires un fil. Et tu tires un fil, et une fois que le fil est tiré, tous les éléments du spectacle viennent s'agglomérer sur ce fil-là. C'est pour ça que lorsque je demande à chaque fois que si vous écrivez, essayez. C'est pas la peine de commencer par raconter l'histoire, ensuite, etc., etc. Ça n'a aucun intérêt. C'est d'essayer de prendre un élément du spectacle, quel qu'il soit. Ça peut être un élément de jeu, ça peut être un élément du texte, ça peut être un élément de la scénographie, ça peut être n'importe quoi. Vous essayez de décrire la chose le mieux possible, et à partir de cette donnée-là, vous faites
défiler tout ce qui, dans le spectacle, se rapporte à ça. Je ne sais pas si je suis clair. Voilà. Et est-ce que tu connais d'autres postures, D'autres postures, je sais, il y en a qui écrivent. Brigitte Salino du Monde, par exemple, elle écrit un roman pendant le spectacle. Donc, du coup, elle ne lève plus la tête. Y compris l'article lui-même. Oui, elle écrit. Jusqu'à l'article lui-même. Mais bien plus long que l'article. Oui, il y en a qui sont dans cette attitude-là, que je trouve assez étrange. Alors moi, il m'arrive, dans le pire des cas, d'écrire un mot, simplement. Voilà, un mot, ou 3 mots, allons jusqu'à 3 mots, pour me souvenir ensuite et à partir de ça, je vais reconstituer tout le spectacle. Parce que ce qui est intéressant, justement, dans le travail de critique, c'est de tenter de reconstituer, toujours avec un jugement, enfin, de manière subjective, je dirais, tenter de reconstituer l'ensemble du spectacle. Sachant que, de toute façon, vous n'aurez jamais assez de place pour parler de tous les éléments. Il ne s'agit pas de prendre tous les éléments du spectacle et de les énumérer. Il s'agit simplement de voir la dynamique, voilà, d'une pensée en marche. Alors, on revient à la question de l'information, oui. Non pas de l'objectivité, mais oui, je comprends bien. Je citais tout à l'heure Bernard Dort, et c'est vrai que d'un point de vue, comme des documents très peu fiables, évidemment, très parcellaires et fragmentaires, mais comme des documents pour reconstituer un événement théâtral du passé, l'écriture de Bernard Dort, extrêmement dure parfois, etc., mais il avait aussi cette capacité non pas d'écrire point par point le déroulement d'un spectacle, mais de donner des éléments très concrets qui permettaient au lecteur de visualiser beaucoup d'éléments très concrets du spectacle, des tout à fait, des acteurs, à la disposition spatiale, etc. Donc il y a aussi d'une certaine manière, une nécessité d'information vis-à-vis du lecteur, soit-il journalistique ou universitaire. Oui, peu importe. Tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans une critique, c'est que vous êtes obligé d'avoir un côté informatif, en même temps que d'avoir un côté subjectif. Et c'est ça qui est passionnant. Parce que, voilà. Mais le côté informatif est toujours extrêmement important, effectivement, et il ne faut pas l'oublier. Alors, la difficulté, en même temps que c'est intéressant de faire ça, c'est de pouvoir marier ces deux éléments-là ensemble. Est-ce que vous vous servez des dossiers de presse? Oui, mais après. Après? Jamais avant. Mais justement, est-ce que toute l'information, par exemple, le fait de raconter ce qui se passe, etc., est-ce que ça ne distrait pas de ce qu'on attend vraiment d'un critique dramatique, c'est-à-dire de rendre compte de l'œuvre, de l'objet lui-même, et pas de ce qui est autour de lui, de son histoire, Non, moi je suis très très méfiant par rapport aux dossiers de presse qui sont parfois très bien faits, mais trop bien faits même. Il arrive même que dans certains dossiers de presse, votre critique est faite, vous n'avez qu'à la recopier. En même temps, je me méfie énormément de ce que peuvent dire ceux qui font le spectacle, parce que parfois ça n'a strictement rien à voir avec ce que vous voyez. Ça vous emmène sur des pistes évitées. Alors il y en a qui font très bien, qui font ça très très bien, mais c'est toujours très très problématique. Ça distrait, je trouve, de l'action même, du critique mais de dramatique, même, non aujourd'hui, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle les bords de scène, ou des choses où ceux qui ont fait le spectacle commencent à expliquer ce qu'ils ont fait. Alors c'est toujours très bien, très intéressant, mais moi, quand je demande à des jeunes gens d'écrire des critiques, je leur dis, vous mettez tout ça de côté. vous œuvrez tout seul. Oui, par rapport à ce que vous disiez sur le fait que le critique doit forcément résumer tout un spectacle en finalement peu de mots, je me demandais si ça vous arrivait d'être insatisfait de votre travail final ou plutôt d'être déçu de ne pas avoir pu tout dire, si vous aviez d'autres trucs à dire dans votre critique. On a toujours plein de choses à dire. Alors,
encore que on n'est pas toujours dans la même position vis-à-vis d'un spectacle, vis-à-vis des spectacles. Il y a des spectacles sur lesquels il est relativement facile d'écrire et sur lesquels vous avez beaucoup de choses à dire. Et puis il y a des spectacles sur lesquels vous n'avez strictement rien à dire. Et vous vous retrouvez comme un imbécile devant votre, j'allais dire votre feuille blanche, devant votre écran, vide, et vous me dites, mais qu'est-ce que je vais raconter? Voilà. Et c'est là où les choses deviennent intéressantes, je dirais, parce qu'il faut que vous vous dépatouilliez avec ça. Donc tous les spectacles n'ont pas la même valeur pour vous. Vous ne la recevez pas de la même manière. Maintenant, il y a une chose, moi, bon, j'ai laissé tomber depuis longtemps, depuis toujours, je dirais, c'est que de toute façon, dans une critique, vous ne pourrez jamais rendre compte de l'ensemble du spectacle. Ça, c'est clair. Donc il faut choisir un axe et s'en tenir à cet axe-là. Si l'axe est assez fort, vous avez un maximum d'éléments du spectacle qui viennent se raccrocher à cet axe. C'est l'histoire du fil rouge dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Donc vous ne ressortez jamais déçu Pardon de ne pas avoir pu dire quelque chose Ah bah si, il arrive que je me dise que j'aurais dû écrire ça. Non, bien sûr. Non, je ne sors pas à chaque fois en disant « Oh, qu'est-ce que j'étais bien !» Du coup, comme vous avez dit, il y a une certaine position que vous adoptez lorsque vous allez critiquer une pièce, contrairement à une pièce sur laquelle vous n'avez pas écrit d'article. Est-ce que vous prenez quand même du plaisir à voir la pièce quand vous savez que vous faites une critique dessus? Vu que c'est une attitude différente au niveau de la vision de la pièce, est-ce qu'il y a toujours cet aspect de plaisir ou pas? À la base de tout ça, de toute cette activité, le fait d'aller au théâtre, ça je souligne ça à chaque fois, à la base de tout ça, il y a la notion de plaisir. Il n'y a pas de problème. Moi je ne suis pas maso, donc loin de là. Et le fait, alors, ça reprend une phrase de Brecht qui dit que la connaissance accroît le plaisir. Ça, je cite toujours cette phrase de Brecht, elle est essentielle. Mais le fait de pouvoir décrypter un spectacle, de pouvoir le voir, de l'analyser, ne peut, à mon avis, que faire croître le plaisir que vous avez à voir ce spectacle. Peut-être pour ça que je vais au théâtre. Donc du coup, moi aussi, il y a aussi la question finalement à force d'être critique, à force de regarder beaucoup de spectacles, d'assister à beaucoup de créations qui peuvent être différentes les unes des autres. Il y a aussi la question du spectateur qu'on va dire plus lambda. Du coup, vous, en tant que critique qui maintenant avez accumulé une certaine expérience du théâtre, est-ce que toujours, encore aujourd'hui, peut-être plus au début, mais est-ce que vous avez pu maintenir finalement cette question de qu'est-ce que ce spectateur un peu moins expérimenté, enfin le garder en fait dans votre dialogue de votre propre critique? Oui. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, on parlait des ateliers que je fais, et ce que je préfère, ce sont les ateliers tout public. C'est-à-dire, ce sont des spectateurs qui viennent et qui disent, chose que la critique, ils viennent, et j'ai toujours été surpris de la manière dont ils percevaient les spectacles, vraiment de manière remarquable, très fine, très subtile, tout en tant que des grands professionnels. Après, alors du coup, ce qui fait la différence entre un critique, effectivement, et ces personnes-là, qui ont une capacité de perception tout à fait étonnante, tout à fait remarquable, ce qui fait la différence, après, c'est évidemment l'organisation d'un discours. C'est tout. Alors que ce soit une organisation écrite ou une organisation orale. Mais c'est ça, pour moi, c'est la seule différence, parce qu'au niveau de la perception, peut-être d'ailleurs que, ils ont un temps, ils sont peut-être un peu plus lents et encore, mais au niveau de la capacité et de l'intelligence de la perception, à chaque fois, je suis ébahi avec ces personnes lambda, qui ne sont pas des spécialistes, qui ne pratiquent pas le théâtre, et qui sont là pour le plaisir de voir un spectacle. Ça rend humble. Du coup, est-ce qu'on peut dire pour être une bonne critique, il faut voir beaucoup de spectacles, comment on appréhende un bon vent et tout? Est-ce que si on ne connaît pas
toute la manière d'aimer cette culture-là. Est-ce qu'on peut écrire une bonne critique? Et aussi, c'est aussi par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport à beaucoup de critiques qui ne connaissent pas l'histoire du théâtre. Est-ce qu'on doit connaître bien l'histoire du théâtre pour écrire une bonne critique? Je vous renvoie encore à la phrase de Brecht, la connaissance accroît le plaisir. C'est tout. Plus vous en savez, et plus vous pouvez éprouver du plaisir à recevoir, à percevoir un spectacle. Mais du coup, et après, même au niveau de l'écriture, c'est toujours intéressant d'en savoir. De manière, d'ailleurs, tout à fait personnelle, un certain nombre de choses par rapport à votre écriture, par rapport à ce que vous avez vu. Moi, je trouve ça, j'ai toujours plaisir à chercher, en tout cas. Tout de même, ça me fait penser une chose, c'est-à-dire que on dit quand on écrit une critique dramatique, il faut s'en tenir vraiment au spectacle, mais je pense qu'après, dans la pratique, c'est pas forcément évident. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous faisiez l'exemple du coup de cet universitaire qui du coup va essayer d'écrire des critiques dramatiques et que justement, finalement, vous disiez, il fait des papiers d'avant-première parce qu'il donne beaucoup d'informations et il ne parle pas forcément du spectacle lui-même. Je pense que même par exemple à l'université, on n'a pas l'habitude vraiment de se concentrer sur cet exercice-là, le fait vraiment de choisir un élément, que finalement ça nous amène une partie forte de subjectivité, le fait de trier, juste comme ça, par notre expérience, on est qui en fait pour choisir un élément. Et après de là, donner un axe et donner du coup notre vision de spectacle. C'est dans ce sens où je dis que c'est complètement subjectif. Oui, tout à fait. C'est votre axe. Oui, tout à fait, je comprends. Mais ce que je veux dire, je trouve que c'est quelque chose qui, quand on dit comme ça, en fait, au niveau théorique, c'est évident. Mais je trouve que dans l'écriture même, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et on s'en aperçoit finalement quand on s'y essaye. Non, mais alors c'est vrai qu'il y a un problème au niveau de l'écriture. Tout à l'heure, je parlais de la non-formation à la critique, mais c'est vrai que, et d'ailleurs dans le cursus scolaire, on ne nous a jamais appris à rendre compte d'un spectacle. Écrire sur un spectacle, ça n'existe pas. Tout le cursus scolaire, c'est au contraire d'abord de respecter des grandes valeurs, les grands hommes, etc. Ce qu'on vous demande dans les dissertes, de toute manière. Et moi, je vois bien. Oui, complètement. Alors que là, c'est tout à fait le coup. Tout d'un coup, il y a une sorte de renversement qu'on vous demande d'opérer en écrivant des critiques dramatiques. Et c'est vrai que vous avez beaucoup de mal, toujours, à opérer ce renversement. C'est ce qui est normal. Oui, mais même, je pense, parfois on confond. C'est-à-dire, parfois on confond critique dramatique, papier d'avant-première, chronique. Alors ça, c'est encore une autre histoire. Je ne sais pas si on peut l'évoquer, mais c'est vrai que dans l'histoire de la presse aujourd'hui, et c'est vous qui parliez de publicité, dans l'histoire de la presse aujourd'hui, de plus en plus, enfin, il y a de moins en moins de place pour la critique dramatique, et en revanche, il y a de plus en plus de place pour les papiers d'avant-première. C'est-à-dire les papiers de présentation, les interviews de l'autre metteur en scène, tout ça. Tout le monde est ravi de ça, à commencer par les directeurs de théâtre, puisque quand vous faites une interview et que vous présentez un spectacle, vous êtes forcément toujours en sympathie avec la personne que vous interviewez, donc c'est toujours extrêmement positif, bien évidemment. Alors que lorsqu'on parle de critique, ça devient toujours... on ne sait jamais ce qui va sortir de votre critique. Alors il s'est opéré quelque chose d'assez étonnant d'ailleurs, justement l'apparition de ce qu'on appelle en jargon des avant-papiers qui remplacent les critiques dramatiques, c'est que maintenant, parfois, à la fois les critiques dramatiques et les avant-papiers sont mélangés dans le même papier. C'est-à-dire que vous allez faire une critique dramatique et tout d'un coup vous allez faire sortir 5 phrases du metteur en scène qui a raconté ce qu'il voulait faire, etc., etc. Vous verrez, lisez attentivement ces critiques-là,
D'ailleurs, par parenthèse, j'espère que vous lisez des critiques. C'est l'une des questions que je voulais vous poser. Est-ce que vous lisez des journaux? Est-ce que vous lisez des critiques? Voilà. En tout cas, voilà, c'est... dans un certain nombre d'articles désormais, il y a un mélange des deux genres, qui sont deux genres totalement différents, bien évidemment. C'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire, ce n'est pas une histoire de ce type. Mélange entre ah oui, bien sûr. critique et promotion. Exactement, exactement. Puis c'est simple, c'est vrai. Les outils technologiques changent, mais les problèmes restent, je veux dire, voilà, oui. Sans dire du mal, sans citer. Exactement, c'est très pratique. Quand on a un avis négatif sur un spectacle, vous faites intervenir le metteur en scène, qui dit 3 mots, qui évidemment sont 3 mots pour expliquer que c'est très bien, et puis voilà, le tour est joué. Je veux dire, il y a des éléments de la terrasse qu'on retrouve parfaitement dans une typologie de publication de la fin du 19e et du début du 20e. Il y avait des mécanismes similaires. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Parce qu'il y a des rapports de force, il y a des rapports économiques qui sont en jeu. Donc. Mais autrefois, les articles étaient vraiment très, très séparés les uns des autres. Il y avait 3 types d'articles. Il y avait un article concernant les potins. Alors, mademoiselle Untel sort avec monsieur Untel. Bon, ça c'était très bien, tout le monde était content, c'est une sorte de gala, quoi. Et vous aviez ensuite les papiers de présentation, ça c'est le 19e siècle, vous aviez les papiers de présentation des spectacles. Et enfin, vous aviez le critique qui était à demeure et qui émettait son avis très important. Et désormais, c'est terminé. D'ailleurs, quand ça se poursuit, quand vous avez à la fois un papier d'avant-première, de présentation et un papier critique, en général, en tout cas ça devrait être comme ça ne l'est plus, ce n'est pas le même journaliste qui fait le papier d'avant-première et qui fait ensuite l'article critique. Or il se trouve que pour des raisons économiques, on connaît très bien, désormais quand il y a, par chance, quand il y a ces 2 types d'articles, c'est la même personne qui l'a fait. Alors ça pose un problème terrifiant, puisque vous allez interviewer quelqu'un, évidemment, le temps de l'interview, vous êtes en parfaite harmonie avec elle, en sympathie, et puis après vous êtes chargé de faire la critique. Donc c'est assez spécial. Donc vous y prenez, vous tournez 10 fois votre plume dans l'encrier avant d'écrire le moindre mot. Et en même temps que ça touche un autre problème, le problème des critiques dramatiques, une toute petite corporation qui, au bout de quelques années, vous connaissez tout le monde. Et donc, faire la critique devient extrêmement délicat. Et surtout lorsque vous écrivez sur un ami et que vous avez des critiques à faire, c'est pas triste, ça, je puis vous l'affirmer. Alors, ce qui est intéressant, je pense que vous allez vous exercer à l'écriture, mais ce qui est important au-delà de l'écriture, le fait de pouvoir parler d'un spectacle, analyser, donner votre avis, au-delà de ça, ça va vous permettre aussi de mieux lire les critiques. Et là, vous allez vous régaler, parce qu'il y a souvent du sous-texte. Donc, que vous arriverez à décrypter. De même, vous arriverez à décrypter quand le critique a du mal à écrire et qu'il prend des chemins de traverse pour noyer le poisson, il ne sait pas trop quoi écrire. Parce qu'il y a des spectacles, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur lesquels il est très facile d'écrire, et puis il y a d'autres spectacles sur lesquels c'est plutôt difficile. Si vous prenez les spectacles de François Tanguy, par exemple, c'est pas facile d'écrire sur un spectacle de François Tanguy. Alors je parle même pas de Gatti à l'époque, mais Gatti, moi les critiques de spectacles de Gatti me faisaient toujours rire, parce que personne n'arrivait à dire un mot de ce dont il se passait
sur le plateau. Donc tout le monde racontait un petit peu les histoires de Gatti qui allaient dans les banlieues pour parler avec les loulous et tout ça. C'était toujours les mêmes histoires, mais on n'arrivait jamais au cœur du spectacle. C'était très drôle, mais il y a des spectacles comme ça. Et en lisant, vous arriverez à décrypter tout ça, et c'est très très jouissif. Petite dernière chose. Du coup, comme vous avez fondé une revue, donc ça remonte maintenant à... Oui, 20 ans. 20 ans. Mais du coup, qu'est-ce qui vous a fait vous dire, là j'ai envie de créer une revue, parce que j'estime qu'aujourd'hui, le théâtre n'est pas suffisamment traité comme moi j'aimerais. Il n'est pas assez bien transmis, que c'est forcément une intention de lecteur en premier ou spectateur. Non, vous savez, c'est un peu le rêve de tous les... à vrai dire, c'est un peu le rêve de tous les critiques. Ouais. C'est de créer sa revue. Ouais. Donc voilà, je l'ai fait. En même temps, dans mon parcours, j'ai un parcours très particulier parce que j'ai beaucoup travaillé dans des revues. C'est pas la première que je crée, mais même au début, quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit dans des... et j'ai poursuivi tout au long. Ça, voilà, j'aime beaucoup les revues. Et surtout, ce qui m'intéressait dans la revue, c'était... je la voyais sur un modèle des revues littéraires du début du XXe siècle. C'est-à-dire, c'était pas seulement l'objet imprimé, c'était le fait que des gens pouvaient venir et il pouvait y avoir des cercles autour de la revue qui nous accompagnaient et dans lesquels il pouvait y avoir des discussions. Voilà. Ça, c'était mon rêve que j'ai pas pu faire. Enfin, si j'ai commencé à le faire, mais c'était trop de travail, surtout avec des gens de théâtre qui ne sont jamais là. Donc, pour organiser des rencontres, c'était très très difficile. Mais voilà. Et donc, j'ai fait la revue avec des gens qui sont tous d'ailleurs des amoureux fous. Enfin, qui étaient à l'époque. C'est un maître très particulier. Mais ce n'était pas pour dire je veux révolutionner, non. C'était pour mettre un peu de poil à gratter, d'où le titre d'ailleurs. Voilà. Est-ce que vous considérez comme faisant partie du champ du théâtre? C'est-à-dire que vous aussi, en tant que critique, vous faites partie du champ du théâtre d'aujourd'hui et vous faites le théâtre? Alors ça, c'était la grande question d'ailleurs dont débattait Bernard Dorf. C'est l'histoire du dedans et du dehors. Est-ce que vous êtes dedans dans un système de fonctionnement du théâtre ou est-ce que vous êtes, en tant que critique, complètement en dehors? Alors, comment dire, les critiques qui travaillent dans des journaux, qui sont employés dans des journaux, se considèrent avant tout comme journalistes. Donc ils se considèrent d'abord comme étant en dehors du monde théâtral, du système théâtral. À certains égards, n'est pas tout à fait juste, mais ils se considèrent... moi, je suis de l'autre bord, donc je me considère comme étant très très proche du plateau. D'ailleurs, il m'arrive fréquemment de travailler avec les uns et les autres, avec tel ou tel metteur en scène. Voilà, sachant que ce qui est primordial, c'est quand même ce qui se passe sur le plateau. Mais j'estime que, oui, faire partie du système, même si je suis le dernier maillon de la chaîne, hein, ça, je ne prétends pas une place honorable, mais voilà, de manière très très modeste, je pense. Il y a un très très bel article de Jean-Louis Barrault qui parle de ça, et c'est remarquable. C'est un article qui est apparu dans les cahiers Renaud Barrault, où il explique qu'il est pour le rétablissement des générales. Et il explique pourquoi. Et c'est formidable, parce qu'il explique que le critique dramatique est là, et il assiste à un accouchement, et que le soir de la première, et ben là, il peut se mettre en frac à ne pas, parce que le bébé est sorti et va apparaître sur le plateau, et que voilà. Donc il faut rétablir les générales là où on fête la naissance de l'objet. Et ça date de Pardon? Ça date de quelle période? Plutôt vers la fin? Tu le connais? Oui, je vous donnerai la référence. Oui. Ah. Mais c'est un texte tout à fait remarquable. Oui. Non, je veux dire, c'était dans les années 50 ou... Oui, dans les années 50. Déjà dans les années 50, il dit ça. Ouais.
Ça te plaira. C'est rien que pour toi. Oui, moi aussi. Parce que tu sais que... Si, bien sûr. La veut toujours. Barthes, qui avait écrit des choses plutôt méchantes sur Barrault, justement, c'était le supporter de Villard. Il avait beaucoup insisté sur le grand changement du TNP, qui était celui d'éliminer les avant-premières pour la critique, pour faire en sorte que le public, soi-disant populaire, soit le premier public, celui qui fait le jugement du spectacle, alors qu'il fallait justement désannoncer le pouvoir de la critique. Mais c'est pour ça qu'il n'y avait pas de général chez Villard. Oui, justement. Donc, tout le monde était l'idée mélangé. Que Barrault, oui, c'est l'anti-Villard. C'est extrêmement intéressant. L'anti-Villard, complètement. Donc, Et moi, j'ai une dernière question. Parce qu'on a beaucoup parlé d'écriture, mais vu que vous êtes aussi directeur du coup, au sein des lettres françaises et après du coup de Friction, et je voulais vous demander comment vous travaillez au niveau du choix des images. C'est-à-dire, dans les lettres françaises, parfois il y a des critiques qui sont accompagnées par des images. Souvent, du coup, c'est des images des spectacles. Oui, c'est de l'illustration. C'est des images du coup, qui vous sont envoyées, sont dans le dossier de presse. Non, que je recherche, mais enfin, comme je recherche là où tout le monde recherche, tout le monde peut avoir accès à ces photos. Alors que par exemple dans Friction, il n'y a pas forcément de... C'est pas forcément, moi je... d'image de spectacle. C'est une ligne qu'on tente de suivre, à savoir que je ne fais aucune illustration, c'est-à-dire si on parle d'un spectacle, il ne va pas y avoir une photo du spectacle. Je demande toujours à un plasticien ou un photographe d'intervenir dans la revue et de suivre un petit peu tout l'ensemble des articles. Voilà. Et pourquoi ce choix du coup Parce que j'estime que le côté pictural des choses, c'est l'équivalent d'un article, en fait, pour moi. Et donc je me démarque. Non, en fait, il faut revenir au fait que Friction, il n'y a aucun journaliste, à part moi, qui travaille dedans. Je suis tranquille. Voilà. C'est pas une revue de journalistes. Donc c'est une revue de praticiens. C'est-à-dire je donne la parole à un certain nombre de personnes. Non, là, c'est passé. Bon, ça y est, c'est fini. C'est fini. Enfin, qui manque pas d'ailleurs. Non, vous avez une revue, par exemple, une autre revue. C'est mon fils. Il y a une autre revue, il n'y en a pas beaucoup de revues de théâtre. Ubu, Scène d'Europe, par exemple, c'est une revue qui est faite uniquement par des journalistes, pratiquement. Donc, automatiquement, ça donne un autre type d'écriture et ça donne aussi un autre type d'iconographie. Voilà, c'est tout. C'est pas du tout la direction que j'ai prise avec Friction. Voilà. Ok. Non, je pensais, je sais pas, qu'il y avait peut-être un lien du coup entre les textes et les images, comment on travaille en télégraphie. Ah, ça peut arriver qu'il y ait une liaison, mais bon. Pas forcément en fait. Non. Ok. Au revoir. Si, avec la thématique, il y a forcément... Oui, j'imagine. Ah bah oui. Imaginez bien. Voilà, si... Merci beaucoup. Ça va un peu moins. Donc avec les trois suivants, vous allez beaucoup rire. Surtout le dernier. Avec Léo, c'est un comédien de première grandeur.